Rebonjour. Après cet intermède musical, donc on reprend avec notre entretien avec Hassan Kassi Kouyaté. Donc voilà, donc vous avez vu une facette de Hassan Kouyaté tout à l'heure en musique. Bon, moi j'ai eu la chance de voir plusieurs facettes parce que c'est un homme à multiples facettes dans le bon sens, hein. Il est Hassan Kouyaté et moi, ça fait maintenant, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de Francophonia, on a établi vraiment une bonne collaboration qui est magnifique avec, puisque Hassan est le directeur des francophonies de Limoges, des écritures à la scène. C'est il faut savoir quand même, le deuxième plus grand festival de théâtre après Avignon et le plus grand festival de théâtre francophone au monde. Et donc, on est ravis vraiment de l'accueillir enfin, je le remercie pour avoir trouvé le temps. Je sais que c'est quelqu'un de très, très pris, mais donc, voilà, qui nous consacre et ça s'inscrit dans cette collaboration qui est déjà entamée. Et ce que vous avez vu tout à l'heure, on a déjà eu un premier temps hier par rapport aux musiciens, parce que c'est pas que de la musique, c'est vraiment, il y a tout un travail de recherche autour de ça. Et Hassan nous a expliqué hier des problématiques de la francophonie et comment traduire en français certaines choses. Vraiment, c'était très riche. Donc, on va continuer, Hassan, nos conversations hein, qui ont débuté un petit moment. Et chaque fois, alors, on s'est amusé avec Hassan parce que j'ai eu l'opportunité de le présenter plusieurs fois au Maroc, à l'Institut supérieur d'art dramatique avec notre ami Mahmoud Chahdi qui est là, à Tanger. Et à chaque fois, je lui posais la question, c'était vraiment un jeu entre nous, d'où tu parles? Alors aujourd'hui, on est quand même dans un cas de la francophonie. Donc, Hassan, d'où tu parles? Alors aujourd'hui, d'où tu parles? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci à Francophonia de me donner cette opportunité, de cet instant de partage avec vous. Et merci à vous aussi d'être là parce que quand on parle de bouche, il faut des oreilles. Sinon, la bouche n'a plus d'importance que pour manger. Et là, je vous remercie. Et puis, comme de tradition, on dit toujours la parole est difficile, mais elle est importante. Donc, si je heurte certaines personnes par ma parole, je vous prie de m'en excuser. Voilà, c'est des traditions chez moi. La langue ne peut pas exprimer tout ce que le cœur et la tête veut dire, veulent dire. Voilà, j'introduis par là. Donc, ça me dit déjà d'où je parle. Je parle d'une tradition, je parle de là, parce que c'est important. On dit que quel que soit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne devient jamais un crocodile, mais on oublie de dire qu'il s'imbibe d'eau quand même. Et donc voilà, je suis de culture mandingue. Je dis mandingue parce que c'était un empire au XIIIe siècle en Afrique de l'Ouest qui regroupe à peu près l'actuel Mali, Burkina Faso, le Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone et le sud de l'Algérie qui est contesté par certains historiens. Mais voilà, et le nord de la Côte d'Ivoire. Et c'était une culture la musique et puis une langue qui est parlée dans toutes ces régions. Et de là, il y a une répartition des tâches de la société par caste. Mais ce n'est pas des castes comme en Inde, c'est-à-dire ce n'est pas des castes supérieures ou inférieures, mais c'est des castes fonctionnelles de fonction. Et d'où moi je suis de la caste des griots. Les griots, le mot griot vient du portugais. Des Portugais qui sont arrivés qui appellent grillards, les crieurs, les parleurs. Alors sinon, chez nous, on dit djali. Djali, ça veut dire sang. Ça dit c'est l'appartenance de sang. Et on est griot de père en fils et de mère en fille. Et nous, les Kouyatés, nous sommes ce qu'on appelle les griots des chefs, mais les chefs des griots. Et chaque famille a son griot ou sa griotte. C'est pour ça de mère, la griotte, c'est pas la cerise, mais bon, c'est les Portugais qui l'ont amené. Et nous sommes organisateurs de toutes les cérémonies
dans notre société. Et nous faisons l'école aussi par le conte, les proverbes, les devinettes. Et nous sommes conseillés. Et certains arrivent à être guérisseurs aussi par la pharmacopée et tout. Et on a une formation de généralistes, tous les griots. Et c'est pour cela aussi je peux être musicien, je peux être danseur, je peux être chanteur. Mais après, on se spécialise. Moi, je me suis spécialisé au conte, au spectacle, à l'art du récit, et d'où l'art des récits, et aussi à ce qu'on appelle l'accompagnement des gens. Ici, on dit, on va voir son psy ou son... Nous, on dit le calme intérieur commence par une oreille amie. Donc, nous sommes des oreilles amies. Et on écoute. Et on ne dit jamais ce qu'il faut à la personne parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut. Nous, on ne sait pas. Donc, nous, on part sur le principe des trois vérités. On dit, il y a ta vérité, il y a ma vérité, il y a la vérité. On ne la connaît pas. Donc, on écoute ta vérité. On essaye d'être miroir à partir de notre vérité pour la personne en face, pour qu'on chemine peut-être un jour vers cette vérité qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, je parle souvent de là. Et j'ai eu la chance d'être dans une famille donc, de griots, mais qui a aussi écouté le monde dans lequel elle vivait, cette famille. C'est-à-dire qu'on est maintenant artistes, on nous appelle des artistes, alors que pour nous, c'est notre vie en fait. C'est notre vie. Moi, j'ai fait d'autres études, j'ai fait HEC. C'était ça le boulot que je devais faire. Mais je vis de ma vie de griotisme. On fait le pont entre deux personnes, entre deux familles, entre deux villages, entre deux pays, entre des continents. C'est notre travail de faire le pont, la médiation. Donc, je continue la médiation par le théâtre, par l'art, par le spectacle, par le milieu de spectacle vivant surtout. Donc, pour moi, je n'ai pas l'impression de faire autre chose que ma vie, en fait. Voilà d'où je parle. Merci. Merci Hassan. Et comme tu me tends la perche là, puisque bien sûr on a parlé de musique, tu es conteur aussi, tu es griot, mais tu es aussi quelqu'un qui est très investi dans le théâtre et la création artistique de manière générale. Et tu es un acteur quand même connu sur le plan international et un acteur aussi très connu sur le plan régional, voilà, aussi dans notre Nouvelle-Aquitaine. Puisque, comme je disais, donc, tu es directeur des francophonies de l'image. Et j'aimerais, voilà, par le biais du théâtre, te poser la question par rapport à la création théâtrale francophone en Nouvelle-Aquitaine. Comment ça se passe? Est-ce que toi, qui connais très bien, que tu as cette hauteur et tu es aussi, je sais que tu travailles avec beaucoup de compagnies, tu es dans plein de commissions, même au niveau national, international. Comment ça se passe, la création de manière générale francophone en Nouvelle-Aquitaine et théâtrale plus particulièrement? Alors, après, c'est défini, c'est quoi la création déjà, ça c'est un, et francophone deux. Et je ne parle pas de la francophonie en général, je parle des francophonies. Donc la pluralité, la singularité et plurielle qui parle de notre richesse. D'abord, je vais du principe, du constat que les Français sont les premiers francophones qui s'ignorent. Et ça, c'est un premier constat que je fais. Et pourquoi? Parce que la définition que moi je fais de la francophonie, j'essaie de m'éloigner de la définition colonialiste de la francophonie. Parce que souvent, quand on parle de la francophonie, on pense systématiquement aux pays colonisés, les pays voilà, auxquels la France a imposé à un moment donné sa langue. Voilà. Et je pense aussi au comptoir, quand on parle des comptoirs indiens, à Pondichéry, le Cambodge, tout ce qu'il y a, et puis tous les pays de l'Est qui ont adopté cette langue d'une manière ou d'une autre. Et
Et on parle aussi des francophiles. Ça, je parle de la coquetterie de la langue française. On dit oui, des francophones, des francophiles. Donc, moi, je dis, c'est des francophones. Quelqu'un qui pense de plusieurs fenêtres, qui a plusieurs voies de pensée, est francophone. C'est-à-dire que quelqu'un qui est portugais de naissance, avec des parents portugais, qui parlent portugais à la maison, et qui est en France, qui étudie le français, qui travaille en français, travaille à un imaginaire qui parle au moins deux cultures. Donc, cette personne, pour moi, elle est francophone, systématiquement, d'une manière ou d'une autre. Parce que la francophonie, ce n'est pas que la langue, c'est la pensée, c'est la culture, c'est la manière de vivre, pour moi. Et donc, c'est pour cela, avec le métissage qu'il y a en France, on est beaucoup francophone. Mais je vais plus loin. Quand je parle avant que François Ier ne décide et que cette langue allait être la langue administrative. C'est François Ier qui l'a décidé. Il y avait les langues de France et il y avait les autres langues et qui sont en train de revenir à la surface. Et dans beaucoup de régions. Donc, dans notre région, à l'Occitanie, il y a plein de choses. L'Occitan, il y a plein de choses qui sont là. Et donc, la création francophone est un peu partout parce que ceux qui créent sont des gens métissés de plus en plus. Donc, des francophones qui ne le revendiquent pas. Parce que ce n'est pas, il ne suffit pas de s'appeler Robert pour être francophone. Pour dire que pour être français, on peut être français, mais avec les métissages et aussi avec la mondialisation, si je peux utiliser ce mot, on est des multicultures. Donc, notre imaginaire est métissé. Notre imaginaire est métissé. Donc, moi, je dirais qu'on est presque tous francophones quelque part. Donc, je reviens maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Il y a les questions administratives qui font qu'on dit tu es un créateur français, francophone ou français. C'est administratif. Moi, je dis par exemple, des Français d'origine étrangère, mais de la 3e génération, 4e, qui sont nés ici. C'est des gens, par exemple, quand je dois programmer, on me dit oui, mais ils sont français. Ils sont français parce que ils ont une compagnie française. Et donc, ils ont des possibilités de demander l'argent à la DRAC. Et tu vois, ça devient administratif pour dire que tu es français ou tu es francophone. Je dis, aujourd'hui, au niveau de la création, hein, et moi, j'ai des difficultés. Par exemple, Valentine, on va en parler tout à l'heure, qui est française mélangée aussi, parce qu'on est tous mélangés quelque part, mais qui travaille, mais on dit maintenant qu'elle est française. Et alors qu'elle travaille beaucoup avec des francophones techniquement, c'est-à-dire de d'autres nationalités officielles. Mais elle peut pas, je peux très difficilement la programmer à Limoges. Alors que sa création, elle est francophone. Vous voyez, c'est des questions administratives, des décisions politiques qui ne rencontrent pas la réalité de la création. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire en Nouvelle-Aquitaine? J'essaie maintenant de dire que de montrer par la proposition, pas par l'origine de la personne, mais par la proposition artistique, qu'elle est francophone ou pas. C'est ce que j'essaie Et donc, mais c'est une décision qui ne marche que chez moi, aux francophonies, mais qui ne marche pas administrativement. Mais ce n'est pas grave.
Mais nous, ce qui est important, c'est de donner une agora, un espace de pensée, de discussion qui est les francophones, les hébreux, et qu'on ait des temps d'explication, de discussion pour aussi ouvrir les choses. Ce qui nous intéresse, c'est de décloisonner les esprits et les cœurs. C'est ça qui est important. Donc, pour résumer, dans la pratique administrative, la Nouvelle-Aquitaine est la région la plus francophone. Je vais vous le dire pourquoi. D'ailleurs, il y a Francophonéa, il y a les BD francophones, cinéma francophone, il y a tout. Dans notre région, il y a beaucoup de festivals francophones, d'événements francophones. À l'Université de Limoges, il y a les études francophones, il y a la bibliothèque multimédia francophone. Donc, c'est la région qui est techniquement et administrativement francophone. Mais dans les faits, il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, hein, parce que il y a beaucoup de choses. Moi, je parle dans ma tête. Peut-être, je vais pas préciser, mais bon, j'ai compris la portée du mot, de l'expression francophone et ce qu'elle peut induire. Et moi, je dirais alors, je reformulerai ma question, je dirais, quelles sont les créations artistiques ou théâtrales d'expression française qui ne sont pas français? Quelle est la place? Par exemple, j'étais au Limoges et j'ai vu beaucoup de troupes venues de l'étranger mais qui utilisent le français. Donc ces troupes-là, aujourd'hui, pour venir jouer d'Afrique, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, dans quelles conditions? Est-ce que c'est possible? Voilà, on parle de cette question on va dire, de théâtre français ou francophone de l'étranger. Parce que je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement. Et voilà, donc... Alors, j'ai pas la langue de bois, sinon je pourrais pas parler. Donc, je vais dire les choses. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, on ne peut pas donner notre argent pour faire venir la misère du monde sur notre territoire. La misère du monde, voilà. Et chaque fois, on me dit, ouais, bon, c'était bien, mais entendre parler d'autres pays, bon, c'est bien, mais bon, nous aussi, on a nos pauvres ici. Hein. Bon, c'est bien. Oui, c'est des réflexions que j'entends. Mais ce qui fait encore la singularité et la richesse des francophonies à Limoges, c'est 42 ans de combat. Et si je vous dis d'où ça a été créé, vous allez tout comprendre. Ça va répondre à la question tout de suite. Je vais résumer, c'est Pierre Debauche, qui était un Belge, qui montait une pièce avec à l'invitation d'Aimé Césaire à Martinique. Et ils ont créé le théâtre de la soif nouvelle. Et ils montaient Othello. Et Othello, et il devait jouer à Avignon, dans le IN. Et puis, à quelques semaines d'aller à Avignon, quelqu'un serait parti à Martinique pour voir le travail. Et bon, la personne est retournée et ils reçoivent un fax en disant Avignon ne peut plus recevoir la pièce. Et par la suite, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas recevoir la pièce parce que les gens avaient trop d'accent. Oui, oui, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire. Et le maire de Limoges, qui était en tractation à l'époque, avec Chéreau, qui avait commencé à travailler avec beaucoup de francophones, et avait l'intention de créer un centre dramatique national. Donc, il a invité Pierre Debauche de venir créer le Théâtre de l'Union, qui est le centre dramatique national. Et c'est là ils ont fait ils ont amené le spectacle là. En 83, ça s'est bien passé. Ils ont dit en 84, ils vont créer le théâtre où il y a des accents. Le festival où il y a les accents et tout, où on ne comprendrait pas les gens. et donc, moi, j'essaie de trouver des gens de plus en plus qu'on comprend pas.
Même en arabe. Cette année, il y avait beaucoup d'arabes. J'essaie de faire ça, justement, de cloisonner, de dire aussi que tout ce qu'un créateur fait, qu'il soit du pôle nord, du pôle sud, du centre, parle de nous, de l'humain. La bêtise, la gentillesse, la sagesse, la générosité, l'amour, c'est les seules choses les mieux partagées au monde. Et le théâtre, les créateurs parlent de ça, mais ils parlent de d'autres fenêtres, de d'autres manières. Et ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que Limoges soit un endroit où les gens peuvent avoir plusieurs miroirs pour se mirer. Voilà. Merci. Merci Hassan. Alors, j'abordais un dernier point parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais bon, les discussions se prolongeront pendant la table ronde. Je me rappelle quand on s'est rencontrés la première fois, et je crois que ce qui a fait peut-être qu'il y a eu quand même le fil est passé, c'est, je t'ai parlé, je me rappelle très bien, on a parlé de la recherche-création. Et tu m'avais dit que j'aime bien travailler avec les chercheurs. Voilà, j'aime bien travailler avec les chercheurs. Et on était parti, alors parce qu'on s'est rencontrés, je contextualise un peu, on s'est rencontrés autour d'un projet autour de Jean Genet. Voilà, Jean Genet. Et comme, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais Jean Genet est enterré au Maroc. Il est enterré à l'Arrache. Et à partir de là, il y a eu, donc, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au cadre de francophonie et l'ouverture sur les associations, c'est une initiative qui venait des associations. Bon, notre ami Mustapha de l'Arrache en Action, donc, qui est de l'Arrache, de la ville de l'Arrache, une association de l'Arrache, mais basée à Bordeaux, avec Guy Lenoir, donc MC2A. Et cette idée est émergée parce qu'il y avait la saison de la Méditerranée aussi qui démarrait. Et on s'est dit, pourquoi pas travailler sur Jean Genet, mais au Maroc aussi, avec des étudiants français et des étudiants marocains. D'ailleurs, on a aussi ici, je les salue, quelques étudiants qui étaient avec nous au Maroc. Donc, on avait 35 étudiants, donc en tout. Donc, c'était vraiment une superbe. Et c'est Hassan qui a dirigé les ateliers donc, autour de Jean Genet. Et on s'est retrouvé avec un spectacle en arabe et en français. Donc, à l'Arrache, la ville de Jean Genet. Mais le départ, parce que voilà, donc c'est ça, moi, quand ils sont venus me chercher, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis enseignant-chercheur. Donc, comment? Et au contraire, c'était l'occasion de mettre en œuvre cette recherche-création. Et voilà. Et donc, je voulais revenir avec toi peut-être sur le projet, mais aussi sur, voilà, tu peux nous en parler de cette recherche-création aussi. Qu'est-ce que représente la recherche par rapport à toi? Parce que tu es aussi metteur en scène, tu fais beaucoup en plus de la direction, mais tu es créateur aussi. Alors, moi, j'ai constaté quelque chose dans mon travail de création théâtrale, que ce qui m'intéressait, c'est l'histoire. L'histoire. Et même si je dois parler d'une scène qui vient de se passer là, je cherche à savoir les tenants et les aboutissants, ce qui a amené à ça. Et je pense toujours penser que ça peut m'aider à préciser ce que je veux dire. Et donc, souvent, de plus en plus, dans la création, je schématise vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, beaucoup de chercheurs savent faire de la mise sur scène. Oui, ils savent faire entrer les comédiens à gauche, à droite, les lumières, les choses et tout, mais le propos, aller creuser dans le propos et la démarche du propos, on ne prend pas beaucoup de temps. Il y a certains metteurs en scène qui ont des moyens et qui prennent les dramaturges à l'allemande qui nourrissent ces propos-là et qui est très rare en France. Et moi, je toujours travaille avec des chercheurs de ce point de vue, qui me nourrissent, qui m'amènent dans des endroits où je ne partirai pas, où je n'ai pas les moyens de partir non plus, parce que je n'ai pas la formation, on se complète en fait. Et donc la pensée avec grand P autour d'une création, elle est importante. Je me suis rendu compte, c'est ce qui fait aussi que ces créations passe le temps et l'espace, traverse beaucoup de temps et l'espace, parce qu'il y a quelque chose qu'on accepte, qu'on n'accepte pas, mais qui est creusé.
et tu sais pourquoi tu vas faire mettre un foulard rouge à cet endroit-là, et qu'au lieu d'un foulard vert, il ne suffit pas que ça soit beau, mais après, ça peut être un choix esthétique, etc. Mais c'est aussi savoir, même si on contredit un sens, de savoir pourquoi on le contredit. Ça qui est important pour moi. C'est faire les choses en sachant les aboutissants. Donc, de plus en plus, après, moi, je suis aussi dans ce qu'on appelle le théâtre documentaire, parce qu'il faut classer les gens en France. Moi, je fais du théâtre. Après, c'est documentaire ou c'est documenté, je ne sais pas. Mais et je fais du théâtre, quoi. Mais j'ai beaucoup, beaucoup besoin des chercheurs avec moi.